Eh bien, bonjour à tous également. Moi, j'ai un parcours assez hétéroclite. Alors, d'un point de vue professionnel, j'ai un diplôme d'ingénieur en mathématiques. J'ai fait un peu de recherche. Je me suis lancé dans l'informatique, puis après, je suis rentré assez rapidement chez Airbus, d'abord comme informaticien. Dans le domaine des essais en vol, alors ça, c'est super important parce que tout ce qui est essais en vol, imaginer comme on voit à la NASA avec les gens dans la salle qui suivent la fusée qui va décoller. Ben là, c'est pareil, des avions d'essai. Donc moi, voilà, j'étais d'abord à faire les logiciels des gens qui suivent ça. Ça, j'ai fait ça pendant 10 ans. Et les 10 années qui ont suivi, j'étais à la place des gens en question, donc pour suivre les fameux paramètres. Donc là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un domaine qui est extrêmement tendu, très opérationnel et qui nécessite d'avoir la bonne décision au bon moment. Donc là, déjà, on voit un petit peu le parallèle avec la CO. C'est la bonne décision au bon moment, sans trembler et de manière automatique. Et ça, bon, bah, ça marche pas toujours. Donc c'est comme tout, c'est un apprentissage, c'est des routines. Et après, donc ça a duré, 20 ans chez Airbus et j'ai quitté Airbus, avec le covid. Il y a eu un plan social, j'en ai profité pour partir et le mental, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je me suis formé, voilà, dans une formation en distanciel et en prépa mentale et dans le même temps, de l'autre côté, c'est mon côté ingénieur, j'ai fait des recherches, j'ai fouillé, je tiens un blog, avec des articles qui sont assez fouillés. Voilà, c'est de mon côté recherche qui m'a permis de faire ça et ça, c'est pour le côté professionnel et après si on regarde bien le côté, plus, sportif, moi, j'ai commencé le VTT, quand j'étais ado. J'étais un des premiers à faire du VTT en France dans les années, fin des années 80. Et après, j'ai dû arrêter avec les études et j'ai découvert la CO en 2001 avec le raid au bivouac qui à l'époque s'appelait IGN Nafuma. J'ai commencé à en faire un, 2, 3, puis je me suis éclaté. Là, j'ai habité dans la banlieue toulousaine et à l'époque, il y avait un club qui s'appelait Blagnac Orientation. J'ai pris ma première licence, j'ai découvert la CO comme ça sur le tas. Et le club s'est intégré ensuite à Airbus, qui était le TOAC Orientation, qui est le club lié à Airbus. Et ça, j'en fais depuis, voilà, depuis 2002, on va dire. J'ai été licencié depuis 2002. J'ai commencé comme tout le monde à faire mes premières CO. J'ai fait toutes les erreurs possibles, je pense. Et puis maintenant, j'officie plus derrière, on va dire, derrière l'écran que devant. Donc, j'ai suivi tout ce qui est formation traceur, contrôleur. Parmi mes activités complémentaires aujourd'hui, je suis cartographe et je fais beaucoup de cartes de proximité. Voilà, donc on va dire tout ce qui est courses d'orientation reste pour moi l'élément de base dans ma vie et j'en fais beaucoup moins aujourd'hui, mais j'essaie d'y participer. Et voilà. Il y a eu Oringen 2022 cette année en tant que juste participant, mais je prends toujours autant de plaisir à faire une CO. Voilà. Je pense qu'en termes de présentation, c'est pas mal. Je me suis tourné vers la prépa mentale parce que j'y voyais un lien même partout dans ce que je faisais. Typiquement, dans le boulot, je voyais des gens qui étaient absolument pas performants, qui s'écroulaient, par exemple, prendre la parole en public. Par exemple, tenir la dragée haute à des gens qui sont haut placés, chez Airbus, un navigant ou un pilote d'essai, c'est quelqu'un qui a quand même quelques galons et on se retrouve avec des gens très, 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 assertifs et en face, il faut être solide sur ses appuis et pour être solide, il y a des choses à travailler. Donc là, je me suis dit: «Mais ça se prépare, en fait» et c'est pas que de la technique, c'est pas que de la compétence. On est aussi sur de la posture. Donc cette posture-là aussi, elle se travaille. Donc ça, je l'ai travaillé déjà dans mon expérience professionnelle et après, bon, je pratique le trail aussi à côté. J'ai vu tellement de gens s'écrouler et regretter après. Se dire: «Mais j'ai abandonné, mais j'ai été faible». Ça aussi, je l'ai étudié ça. En CO, j'ai raté ma balise 1, j'ai raté ma balise 2 ou j'ai pas fait le plan prévu. Là aussi, j'ai tout ça, c'est de la préparation. On est vraiment, dans de la préparation pure et donc pourquoi la prépa mentale? C'est que moi, tout ce qui était lié au cerveau, c'est quelque chose qui me passionne et en parallèle, j'ai suivi une formation de praticien en neurosciences, typiquement. Là encore, c'est mon aspect, scientifique, ingénieur qui fait que j'ai voulu étudier tout ça dans le détail. J'ai pratiqué, par exemple, d'abord l'auto-hypnose, puis après, j'ai observé des choses que j'ai fait valider par une hypnothérapeute
et on a travaillé ensemble, par exemple, pour développer l'auto-hypnose en trail. Voilà, comment récupérer, s'endormir, par exemple, et continuer à progresser. Il y a des techniques qui existent et là, c'est encore une fois lié au cerveau. Et donc, très rapidement, on se rend compte que le physique, c'est une chose, mais tout part du cerveau. Tout part de la façon dont on s'aligne, dont on se programme. Exemple, ce qu'on appelle la focalisation intentionnelle. Est-ce que je regarde par rapport à un petit élément de manière très, très précise ou de manière très, très large, mais je vais rater des détails. Donc là encore, pour faire le lien un petit peu avec la course d'orientation, on perçoit bien dans les différentes phases de progression en interposte, il va falloir adapter cette focalisation intentionnelle. Alors, très large ou très détaillée selon ce qu'on veut faire. Voilà, quand je cherche un point d'appui, je cherche ce point d'appui. Ce qu'il y a avant, au milieu, peu importe ce qu'il y a. Donc c'est vraiment, là encore, on va orienter notre attention. Et en le creusant un petit peu, si tu veux, on se rend compte que, par exemple, les neurosciences nous disent qu'on a une bande passante d'attention qui est constante et limitée. Donc à nous de choisir ce qu'on met dedans. C'est là qu'on rentre dans la programmation de qu'est-ce que je veux voir. Dans le milieu professionnel, typiquement, quand on est dans une situation d'urgence, il faut absolument faire monter à l'attention les éléments les plus pertinents pour que le pilote puisse réagir directement. On appelle ça les facteurs humains, par exemple. Et donc, il y a vraiment une étude complète qui est faite là-dessus, sur quelle est la procédure à faire et pour qu'elle soit naturelle, pour que le voyant rouge, il arrive vraiment aux yeux du pilote, par exemple. Donc, on a énormément de parallèles là-dessus, sur pourquoi, dans certaines situations, on a raté l'essentiel et pourquoi, dans d'autres, c'est évident. Et ça, c'est de la prépa mentale. Et donc, j'ai voulu creuser ça et par rapport à toutes les intuitions que j'avais, j'ai eu besoin d'avoir une base théorique solide pour confirmer tout ce que je savais. Et après, j'ai l'impression que ma mission à moi, c'est de transmettre ça. Donc, c'est de transmettre mes connaissances et accompagner les gens pour leur donner les billes pour progresser dans ce domaine-là et maîtriser un peu mieux leur mental. Alors, un préparateur mental, c'est vraiment un accompagnant et un préparateur. Alors, je vais y aller. Accompagnant dans le sens où tout part de l'athlète. C'est lui qui bosse. C'est-à-dire que selon les athlètes, ils vont progresser plus ou moins vite. Et l'idée, c'est de leur mettre un miroir devant les yeux et leur dire, voilà ce que tu es ou tu fais aujourd'hui. Et donc, voilà comment tu fonctionnes. Donc, dans un premier temps, il y a déjà une sorte de diagnostic qui est fait de voilà comment tu fonctionnes, voilà tes points forts, tes zones d'ombre, tes zones à améliorer, tes besoins aussi. On a tous des besoins propres. Et donc, déjà, est-ce que tout ça, c'est rempli? Est-ce que pour performer, je sais m'appuyer sur mes points forts? Est-ce que quand je ne vais pas très bien, je sais prendre soin de mes points faibles? Parce que ça aussi, on oublie un peu trop souvent. Est-ce que je sais alimenter mes besoins correctement? Donc ça, on commence déjà dans un premier temps à faire ça. Et après, dans l'accompagnement lui-même, ça va être d'être à l'écoute de la posture, on va dire, cognitive. Alors, je vais expliquer ce que c'est de l'athlète. La posture cognitive, c'est comment il se voit, comment il se perçoit, comment il s'exprime. Alors, il y a la posture physique, on va vite le voir, on le voit un peu en PNL, ce genre de choses. Donc, c'est comment il se tient, où il regarde, est-ce qu'il est dominant, dominé. Et souvent, ça va être lié à certaines phrases, certaines idées, certains concepts qui fait que on a des modifications. Donc, ce n'est pas un état fixe, c'est quelque chose qui va évoluer. Donc, moi, mon rôle, c'est d'observer la personne et de lui mettre un miroir en disant, voilà, là, on va essayer de travailler ceci, de travailler cela, parce que moi, je perçois, par exemple, une faille là-dedans. Alors, exemple, un préparateur mental, après, il va aller décliner tout ce qui est habileté mentale. Alors, j'entends par là de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la capacité à focaliser sur un objectif, d'activer l'énergie, au contraire de relâcher l'énergie, de se focaliser son attention sur des choses. Donc tout ça, un petit exemple là, pour être très concret, en CO, un athlète qui est, on va dire, très performant jusqu'à ce qu'il regarde sa montre et puis il dit oh là là, je suis une super perf, et puis là il sort de sa bulle et bim, il plante la balise suivante. Bon, voilà, là on est typiquement sur un problème de focalisation intentionnelle. C'est quelque chose, alors ça se travaille, hein, la montre il faut la garder, le GPS, tout ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc voilà, le travail qu'on doit faire, c'est comment l'athlète se voit et comment il se perçoit. Pour être champion du monde, s'il ne se voit pas champion du monde, ça ne marchera jamais.
S'il se dit: «Non, non, mais tu me vois, jamais j'y arriverai». Alors déjà, avant d'être champion du monde, il y a des étapes. Tu te vois quoi? Voilà. Et, heu et donc ce travail de préparateur mental, c'est vraiment, je mets la tête à l'endroit pour que le jour J, je puisse exprimer mon plein potentiel. Mon potentiel étant ce qu'il est. Là aussi, le potentiel n'est pas fixe, tous les jours, il est comme il évolue, et l'idée, c'est d'être capable de le détecter et d'adapter, ce qu'on est, et pour exprimer le mieux, donc le mieux qu'on puisse donner le jour J. Voilà en gros mon travail. Alors moi, j'aime bien faire le parallèle avec le trail parce que c'est carrément opposé. La CO, typiquement, on doit être présent, mais totalement présent, et focalisé très, très vite. On passe de, je discute avec des gens, je m'échauffe, je suis dans mon physique, à je vais faire fonctionner mon cerveau en créant une imagerie mentale et faire un lien permanent entre ce que je vois et mon imagerie mentale. Typiquement, je vous parle encore de focalisation attentionnelle. Notre attention, elle oscille entre des images virtuelles et nos perceptions réelles. Et on fait les deux. Et on vient superposer les deux. Donc, ça veut dire qu'au niveau de notre cerveau, il va falloir activer les deux en permanence. Un coup, je pars dans mes images, je me projette. Un coup, je regarde le réel et je capte les infos. Là où le trail, il va être beaucoup plus sur de la gestion interne, de la perception interne et de la perception de sensations. Et là, au niveau de la CO, typiquement, pourquoi on le néglige, c'est que, alors là, cette année, encore plus avec le sprint, il faut 3, 2, 1, on va faire de l'activation pure, on passe de rien à tout. Donc, sur un chaos sprint, je pars, je n'ai pas compris, je prends pas la bonne option d'entrée, c'est fini, puisque j'ai pris 20 mètres de retard, et si j'ai pas la caisse qu'il faut, je ne peux pas remonter. Donc, typiquement, il faut être capable de dire, je passe de 0 à 1, direct, et je le tiens. Et ça, indépendamment de tout ce qui va se passer, parce qu'il y a énormément d'éléments perturbants. Donc là encore, comment rester dans le match. Ça, c'est le premier élément. Et en quoi la CO, c'est important, c'est qu'il n'y a pas deux CO pareils. Donc, comment je fonctionne? Quel est mon point fort, moi, en tant qu'athlète? Alors, pour revenir à l'athlète de niveau, c'est quelle est sa force? Alors, Loïc, maintenant, est quand même un garçon qui commence à être un peu connu. Une de ses forces, c'est le kick, comme il dit, ce fameux jaillissement qu'il est capable de donner. Déjà, il fallait en prendre conscience qu'il avait ce kick. Et deuxièmement, eh ben, on va jouer avec. Mais tout le monde ne l'a pas. Voilà, il y en a d'autres, ça va être plutôt je chauffe, je me mets en place. Donc, il va falloir tenir le paquet et rester dedans. Euh, donc, tout le truc va être comment je fonctionne, quelle est ma spécialité, quel est mon style, et on va jouer à fond dessus. Donc pour la CO, en quoi c'est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, je dirais que le mental, s'il n'est pas en place, eh ben, on ne performe pas. On ne peut pas y arriver. Et alors, même, je peux peut-être expliquer ça en termes de performance. On pense tout de suite au physique. Et tout le monde s'entraîne de manière à avoir un physique au top. Derrière, il y a tout l'aspect technique. Ça, en CO, c'est évident. Il faut savoir lire une carte, savoir se projeter, savoir interpréter, extraire les éléments essentiels. Moins vu et pourtant fondamental, la tactique. Ça, c'est le troisième pilier. C'est, là encore, pour prendre quelqu'un comme Loïc, sur le chaos sprint, bah, il n'a aucun intérêt à lâcher les chevaux ou à passer devant, alors que derrière, il est capable de jaillir dans le dernier segment. Donc là encore, il faut mettre en place une stratégie. Et le dernier, bah, c'est ce fameux pilier mental. S'il n'est pas en place, c'est que si l'athlète ne croit pas en lui, ne croit pas en ses chances, ne connaît pas son potentiel, ne sait pas l'évaluer en temps réel, eh ben, il n'ira pas l'explorer. Il va être trop lent, trop rapide, il ne va pas taper au bon endroit, donc il ne sera pas aligné avec lui-même. Et c'est là que le mental agit, en fait. Alors, en fait, concrètement, comment on a travaillé? On a commencé fin 2021 suite au championnat de France de sprint, où il a connu une saison vraiment de 2021 très galère. Bon, il finit bien avec le championnat de France de sprint, mais tout le reste, il y a eu des PM, malades, blessures, et il attaque sa saison 2022 vraiment dans le doute. Donc, comme on a bossé, on a fait des séances en visio de une heure tous les mois. Dans un premier temps, j'ai essayé de faire un diagnostic de qui il était, vraiment en tant qu'identité, comment il fonctionnait. Loïc, il avait cette tendance à être très généreux.
dans ce qu'il faisait, mais est-ce que c'était indispensable? Donc, on a essayé de voir quel est le niveau d'engagement à mettre pour rester compétitif. Lui, il imaginait qu'il fallait être engagé au-delà de la limite en permanence. Sauf que, là, on a bien vu par le passé que ça a marché de temps en temps. Sauf que le problème, c'est que ça ne marchait pas dans les moments les plus importants. Le deuxième truc, c'est faire prendre conscience de quel est le réel objectif. Donc là, on a réellement travaillé là-dessus. Alors, il en rigolera, mais quand je lui ai demandé de me donner ses objectifs, ou ses objectifs 2022, il m'en a fait 2 pages à 4, en gros. Donc, à partir de là, on ne peut pas être à fond, performant partout, et tout le temps. Donc, l'idée, ça a été de prendre conscience de quand est-ce que je dois être présent et quand est-ce que je peux me permettre de relâcher un petit peu. Donc ça a été la deuxième méthode de prise de conscience de je me prépare pour quelle échéance, quand, où est-ce que je dois être à fond et là, finalement, ce qui est ressorti, c'était, bon, il a trié, il a enlevé des choses et on est arrivé avec un seul et unique objectif. Et là, il s'est orienté là-dessus. Et le reste, il s'est dit, j'ai pas besoin de pousser à fond, j'ai pas besoin de m'engager totalement. Aujourd'hui, voilà comment je dois me positionner pour, en gros, gérer une saison et pas gérer tous les événements les uns derrière les autres à fond, quoi. Donc, on était plutôt là-dessus. Le troisième élément, ça a été la stratégie justement pour aller atteindre ça. Comment je me comporte, comment je me positionne, qu'est-ce que je vais activer à quel moment, quoi. Et ce que je lui ai fait faire justement, c'est de lui faire prendre conscience de si je me désengage un petit peu ou j'en mets un petit peu moins, qu'est-ce que ça influe sur le résultat. Et il s'est rendu compte que c'était bien plus rentable d'être propre que d'être très engagé physiquement. C'est-à-dire que très engagé physiquement, d'être au rupteur et d'être à la limite, on peut péter et le temps qu'on perd, on ne le récupère pas derrière. Alors, on est à la limite. C'est-à-dire que de temps en temps, il joue un peu avec les limites, il sait qu'il a une petite marge et sur certaines courses, la marge, elle est large et d'autres, elle ne l'est pas. Donc, l'idée, c'est de jouer avec cette limite-là. Ça, c'est l'autre élément. Et le dernier, après, c'est comment il se voit. Et ça, c'était l'élément fondamental. C'est-à-dire que si on veut performer au haut niveau, il faut se voir comme étant performant et pas, je vais être concret, Kibourse, est-ce qu'il est vraiment inatteignable? Est-ce que tous les coureurs suédois, ils sont imbattables? Alors, il y avait ce doute-là, mais à force de tester, de pratiquer, de voir, il s'est rendu compte que finalement, il pouvait aller chercher. Et au fur et à mesure où il a essayé de gratter des compétences supplémentaires, il s'est rendu compte qu'il pouvait rivaliser, mais avec ses moyens, lui. Typiquement, il y a certains coureurs qui sont d'excellents techniciens. Il s'est dit, mais je ne vais pas chercher forcément à être un excellent technicien parce que j'ai d'autres qualités. Donc, je vais jouer avec ces autres qualités-là pour être compétitif. Le but étant, au final, de performer. Et c'est comme ça qu'il a développé cette stratégie de je me pose, j'essaie de me positionner, et c'est ce qui fait que on va dire, dans les courses préparatoires, il y a des choses qui se sont mises en place. Il y a eu vraiment des éléments de déclic, il y a eu des prises de conscience très fortes de OK, je fonctionne comme ça n'a pas marché, je ne veux plus faire ça. Donc maintenant, on a travaillé des routines ensemble pour casser on va dire, les travers habituels qu'il avait pour essayer de revenir sur quelque chose de plus rationnel, quoi. Voilà. Je dirais qu'en fait, à un certain niveau, ils ont tous le même niveau physique. Ils savent tous les run cards de la même manière. Après, tactiquement, s'ils ont bien bossé leur truc, il faut qu'ils déroulent le plan. Qu'est-ce qui va faire la différence, le supplément d'âme? Qu'est-ce qui fait que il va plonger sur la ligne pour arriver à se qualifier au lieu d'être juste celui qui va être à la place du con, j'ai envie de dire, c'est la prépa mentale. C'est ce supplément d'âme qui fait qui va dépasser l'autre alors que sinon, il va être éliminé. La différence, elle est là. C'est ce qui fait que je me qualifie ou je ne me qualifie pas, quoi. Je vous invite à regarder un excellent reportage sur Manodou, qui est à l'époque où il est champion olympique. En fait, pour se qualifier aux France, ils étaient au moins 5 à se qualifier. Il y avait 2 places. Il avait le 5e temps et avec un gros travail mental, il y a cru. Il a sorti son point fort. Il a été extraire ce qu'il faut et c'est lui qui est passé. Et après, on connaît l'histoire. Il a été champion olympique et c'est avant tout
son état mental et son état interne qui fait qu'il a pu aller chercher ça. Donc, ça va être vraiment avec la prépa mentale, en CO, c'est ce qui va permettre d'aller chercher le petit plus. Et le petit plus, au niveau, il est énorme, quoi. C'est ce qui fait que Loïc fait 7e à la World Cup en Suède parce qu'il y croit, il va chercher le truc à la limite de la limite, quoi. Et que après, évidemment, ça marche pas toujours, mais là, c'était voilà, tout s'est aligné. Et pour juste parler de Loïc en particulier, moi, je savais dès le mois de février-mars qu'il allait faire quelque chose de fort cette année. C'était marqué, c'était écrit là. L'état d'esprit avait tellement changé entre octobre et mars que c'était un autre Loïc pour 2022 en tout cas.